Ça sur YouTube, là. Bienvenue à l'Assistant Coach et podcast de la NFL, dis-je bien. Je suis accompagné de Marc-André et de Losé, même de Marc-André Losé en fait. Comment ça va les boys? Ça va bien toi? Ça va super bien. Ça va quand même mieux que la semaine dernière. Donc là, peut-être que ça s'entend dans ma voix plus claire. J'ai quand même bafoué mes paroles là, parce que j'étais trop excité là, de faire le podcast avec vous autres ce soir. Marc, avant qu'on aille plus loin, plug nos réseaux s'il te plaît. Et aussi un merci à Dualité pour la musique d'intro. Shout out encore à toi. Marc-André, la parole est à toi. Yes, donc l'Assistant Coach Podcast sur Facebook, en tant que notre super gestionnaire des réseaux sociaux, je m'occupe de vous faire des petites publications, des fois drôles, des fois pour faire des shout-outs. Fait que n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, c'est là que vous avez toutes nos informations. Sinon, suivez-nous sur YouTube, l'Assistant Coach Podcast pour la version visuelle. Depuis la semaine passée, on rajoute un petit peu plus de visuel, fait que la version sur YouTube peut être plus intéressante pour ceux qui s'intéressent. Sinon, l'Assistant Coach Podcast sur toutes les bonnes plateformes audio pour les intéressés. Et là, maintenant, c'est le moment là, du retour des matchs en rafale, notre segment. Mais avant, je tiens quand même à souligner que c'est aussi après le premier retour sur nos prédictions. Donc, il y aura le segment en rafale. Ensuite, OK, même trop, on est là. J'étais prêt à les montrer. Donc, on va pouvoir vous dire, là, on va faire nos choix pour la semaine 4 plus tard, là, après avoir discuté des matchs qu'on a vus et après avoir fait le retour de match. Mais quand même, là, intéressant. Pas pour les mêmes raisons, mais moi et Marco, on a eu 11 prédictions sur 16 d'adéquates. Puis Marc-André et dans le fond, et Losé, pas pour les mêmes raisons non plus. Ils ont 9 prédictions sur 16 de bonnes. Donc, en haut de 50%, quand même bravo à vous. Je tiens à vous applaudir quand même, en haut de 50%. Bravo à toi, bravo à Marco. Félicitations. Bravo. C'est juste une semaine. Moi, je ne m'en fais pas avec ça. C'est 2 matchs seulement. Ça peut changer là, à coup sûr dans les prochaines semaines. C'est pas insurmontable comme avance, là. Mais je suis quand même content. J'étais curieux de voir ça allait donner quoi comme exercice. Puis plus que 50%, je suis heureux. Tu sais, juste, moi, c'est comme mon barème pour être content, là. Puis 11 sur 16, je suis quand même très content. Il y a eu des petites surprises, puis des petites déceptions, comme le seul qui a choisi les Raiders alors qu'ils sont nuls. Ça se passe pas bien pour eux en ce moment. Les Raiders, vous avez été visionnaire avec Washington. Ça, c'est mon petit lone wolf là, que j'aurais dû corriger. Mais ça, c'est mon problème. C'est moi face à mes démons. Donc, Marc-André, petit résumé, là, pendant que vous voyez le tableau à l'écran, on peut voir qu'est-ce qui est vert, c'est nos prédictions qui sont bonnes, qu'est-ce qui est en rouge, les prédictions qu'on a échouées. Mais avant qu'on aille plus loin là-dedans, Marc-André, parle-nous des matchs dont on ne parlera pas. Fais-nous le résumé de la semaine, s'il te plaît. Yes, donc on y va pour le segment en rafale. Donc jeudi soir, un match Bills-Dolphins, que les Bills emportent 31-21, un match vraiment serré quand même jusqu'au 4e quart. On vous avait parlé de la cote qui était à 12. On vous avait dit que c'était quand même risqué de prendre les Bills plus 12, même si tout le monde voyait un massacre. Donc les Bills qui l'emportent par 10. La plage horaire de dimanche à 1h, une première surprise dès le premier match ici, les Panthers qui l'emportent 30-0 sur les Falcons. Que les Panthers l'emportent, c'est une chose, que les Falcons se fassent éclater à ce point-là, c'est vraiment inquiétant. Bien honnêtement, j'ai pas vu le match, donc je peux pas trop m'avancer, mais quand même inquiétant si je suis un fan des Falcons, 30-0. Les Browns qui causent la surprise sur un botté bloqué en fin de match et qui vont faire un field goal de leur côté, qui l'emportent 13-10 sur les Packers. Les Jaguars qui battent malheureusement les pauvres Texans, que leur ligne à l'attaque est tout simplement pas de calibre de la NFL. C'est vraiment dommage pour cette attaque-là qui est complètement overwhelmed. Les Jaguars l'emportent 17-10. Les Vikings, dans un duel de corps réservistes, les Vikings piétinent complètement les Bengals. Et je ne sais pas quand est-ce que la controverse des corps arrière va débuter à Minnesota, mais je pense qu'on a... déjà commencé. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a peut-être quelque chose à discuter de ce côté-là. Les Bucks qui battent de justesse les Jets 29-27. Ça reste une victoire. Mike Evans qui s'est blessé dans ce match-là, il est out pour plusieurs semaines. Les Colts, je pense qu'ils sont en train de démontrer qu'il faut les prendre pour real. Ils l'emportent 41-20 sur les Titans. Même si les Titans, c'est pas une grosse équipe, les Colts réussissent à mettre des points sur le tableau. Match après match, ça reste quand même vraiment
étonnant et convaincant de leur part. Les Commanders l'emportent 41-24 malgré l'absence de Jaden Daniels dans ce match-là. Les Raiders, on en parlait un petit peu tantôt, là, Julien avec ses picks, ça commence à être inquiétant pour les Raiders. Les Chargers qui continuent leur début de saison en feu l'emportent 23-20 sur les Broncos, un autre duel de division remporté par les Chargers. Les Chargers sont vraiment impressionnants ce début de saison-ci. Les Seahawks qui piétinent les Saints 44-13. Grosse victoire pour les Seahawks dans un duel de division. Les Bears, que aucun de nous ne croyait remporter. Cowboys, les Bears, avec une performance étincelante de Caleb Williams, l'emportent 31-14 sur les Cowboys. Les 49ers, sans à peu près le 3/4 de leur équipe partante, l'emportent 16-15 sur les Cardinals. Donc, les 49ers, assez incroyable qu'ils soient 3-0 avec la quantité de blessés phénoménale. Je pense que Bosa, on a annoncé Bosa, sa saison est finie. Là, je pense, il me semble que j'ai vu ça aujourd'hui ou hier, je me souviens plus trop, là, mais Bosa out pour le reste de la saison. Donc, il n'y a rien qui va de ce côté-là. Les Chiefs l'emportent 22-9 sur les Giants. Pas toujours élégant du côté des Chiefs, mais au moins, on sort la tête de l'eau avec une victoire de ce côté-là. Et ça fait le tour des matchs qu'on ne parlera pas pour cette semaine. Merci, Marc. Par contre, dans le fond, tu n'as pas parlé des Steelers-Patriots. Tu voulais que j'en parle ou je sais pas. D'après moi, j'ai juste passé par-dessus en regardant. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse. J'ai dû passer par-dessus. Je suis désolé. Les Steelers l'emportent 21-14 sur les Pats. 4 échappés des Patriots. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas vu le match. Fait que je sais pas si c'est plus inquiétant pour les Pats que rassurant pour les défenses des Steelers. Mais les Steelers l'emportent 21-14 grâce à 4 fumbles des Pats. Ramondre Stevenson qui a été fidèle à lui-même. Après avoir eu un bon début de saison contre toute attente, tout le monde s'attendait à ce que Travion Henderson ait déjà le RB1 spot. 2 fumbles, Stevenson, ces anciens démons qui reviennent le hanter comme les dernières saisons. Puis, pitoyable de l'attaque. Je peux en parler un peu de ce match-là sans rentrer dans le détail en tant que tel. Mais par contre, ça a été l'entrée de la recrue choix de premier tour des Steelers, Derek Harmon, qui s'était blessé dans le camp d'entraînement. Puis déjà, ça l'a paru. C'est une bonne recrue. Il y a eu ses jeux. Il y a eu des 2 échappés de Stevenson. Il y en a un des 2 qui c'est clairement un jeu défensif du joueur défensif. Puis il y en a un autre qui c'est inexcusable. Là. Il court sans vraiment protéger le ballon. Donc, 2, c'est beaucoup, mais il y en a un qui c'est vraiment un jeu que le joueur défensif a fait, tandis que l'autre, c'est plus lui qui ne maîtrise pas le ballon. Donc, c'est ça qui est inquiétant. Ça n'a pas été 2 jeux défensifs très percutants qui ont créé ces revirements-là. Donc, c'est quand même à noter, là, d'où le fait que 2, ça paraît beaucoup, mais il y en a un des 2 qui est inexcusable. Mais c'était quand même une défensive qui s'est retrouvée. TJ Watt, 2 sacs. 4 échappés. Il y a eu beaucoup de presque interceptions aussi. Il y en a eu vraiment été. Oui, il y en a eu une, mais il y en a eu beaucoup qui ont presque été là, qui ne sont pas sur le stat sheet. La défensive a donné beaucoup de fil à retordre dans cette attaque des Patriots. Mais par contre, ce qui est inquiétant pour les Steelers, c'est que l'attaque a vraiment mis du temps à se mettre en marche. C'était un peu chancelant, mais la défensive les a maintenus tout le long du match. Puis à la fin, il se faufile avec la victoire. Donc, on est chanceux, opportuniste, mais la défensive a été vraiment intense quand même dans ce match-là. Ben, je vais juste faire un petit bémol sur ce match-là. Puis là, faut pas que tu le prennes mal. C'est pas on veut pas s'acharner sur les Steelers. C'est pas un hate absolument sur les Steelers. Je vais le prendre comme je le prends. Fais juste dire ce que tu as à dire. Moi, vous me connaissez, à 1 heure, il y a bien des games. Passe d'une game à l'autre le plus possible. Je suis joueur un peu des fantasy, tout le kit. La game, cette game-là m'intéressait beaucoup. Je revenais souvent à cette game-là. Moi, je suis d'accord, quand une défensive fait 5 turnovers, crée 5 turnovers, tu peux dire que la défensive va te gagner la game. Par contre, moi, je suis tout à celui qui essaie d'aller voir, faire un petit peu l'avocat du diable, mais c'était pas nécessairement super beau de la défensive parce qu'à chaque drive, les Pats ont drivé le terrain au complet. Tu sais, veux pas, les Pats ont perdu par 7, ils ont fait d'énormes erreurs, des gros jeux de la défensive, mais il y avait un scénario où les Pats gagnaient ce match-là par 20 points. Interception à ligne de 3, fumble à ligne de 1, fumble à ligne de 30, fumble dans leur zone. Tu sais, à un certain point, l'attaque des Pats, ils renaient extrêmement bien le terrain. Fait qu'avec un peu de finish, l'argument que la défensive a ça aurait été un désastre de la défensive. C'est sûr qu'ils ont créé les jeux,
Par contre, mettons qu'il y a du donnant-donnant. C'était inquiétant et rassurant en même temps pour la défensive. C'est vrai qu'au début de la première demi, moi, j'étais très nerveux parce que les jeux n'étaient pas au rendez-vous. Puis les Patriots ont rapidement marqué des points. Puis ils ont vraiment couru avec la balle avec les Steelers. Depuis le début, là, ça fait 3 matchs qui accordent beaucoup, beaucoup de verges au sol. Ils ont de la misère à arrêter la course. Puis ça, c'est un problème qu'il va falloir corriger. Puis quand tu es prêt à arrêter la course, puis tu mets des éléments pour arrêter la course, tu ouvres le livre de jeu de passe. On n'a pas des cornerbacks en santé en ce moment. Donc c'est l'élément défensif qui laisse à désirer. On n'a pas de Joey Porter. On a Slick qui est blessé aussi. Fait que là, dans le fond, on a l'autre, l'ancien de Miami, j'ai un blanc. Il y en a un troisième, Ramsey, Jalen Ramsey, excellent. Je pense qu'il s'est blessé plus vers la fin du match. Il a été in and out. C'est stressant pour la position de cornerback. Puis aussi de ne pas être capable d'arrêter la course, ça va devenir difficile. Il faut trouver une solution. Il faut que ça se tight ça, de ce côté-là. Je suis 100% d'accord avec toi, Lozé. Moi, je l'ai gardé pour tantôt, mais je vais en parler tout de suite. Ce match-là, peu importe la façon, je vais donner un peu de love aux Steelers. Là. C'est rare, fait t'as le droit. Mais ça reste que c'est un match et c'est une victoire qui est importante pour les Steelers pour une possible place en éliminatoire parce que la AFC, je trouve, puis on en parlera plus en détail quand on parlera du portrait tantôt, mais tu as quelques powerhouse dans la AFC. Tu as 3-4 équipes qui sont ultra fortes, mais après ça, tu as plusieurs équipes qui sont moyennes. Puis de battre les Pats, qui sont probablement une des équipes moyennes, ça veut dire que tu as le je vais finir par le tiebreaker. Tu as le tiebreaker, merci. Tu as le tiebreaker si les deux équipes finissent à égalité pour le 7e rang. Fait que ça reste que c'est une victoire qui est importante pour les Steelers. Parce que, comme tu as dit, puis Lozé l'a dit, puis je suis 100% d'accord avec lui la semaine passée, les Steelers en tant que tels, si on fait une projection plus tard dans l'avenir, s'ils veulent avoir une fiche gagnante, puis participer aux éliminatoires, c'est ce genre de victoire qu'il ne faut vraiment pas laisser aller parce qu'ils vont voter des bonnes équipes. Quand je parle de bonnes équipes, là, on parle de la semaine 8, les Packers, contre toute attente, ils vont clairement être. Packers vont être favoris. Les Chargers vont être favoris à la semaine 10. À ça, tu as les Bills à la semaine 13 qui vont être favoris. Les Ravens à la semaine 14 qui vont être favoris. Fait que là, dans le fond, Détroit semaine 16, il y aura des matchs, il y aura un 4-5 matchs difficiles à chaque 2 semaines. Puis ça va être un stretch très difficile pour eux. C'est des matchs qui peuvent échapper les 5 que je viens de nommer. Fait que s'ils veulent participer aux éliminatoires, les matchs qu'ils doivent gagner, il faut qu'ils les gagnent. Parce que s'ils échappent ça, à la fin, ça va s'accumuler, puis tu vas juste être trop peu trop tard. L'avantage qu'on a, c'est qu'à la semaine 18, tu joues contre les Ravens, qui, s'ils se replacent, puis ils peuvent avoir des belles séquences comme ils ont par les années passées, peut-être qu'on va affronter une équipe qui est déjà en éliminatoire, puis un seeding assuré, qui vont reposer des partants, puis peut-être qu'on va gagner ce match-là. On verra avant, on est loin, 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 plein de choses peuvent se passer. Mais comme tu as dit, on affronte des powerhouses de la AFC et la NFC. Fait que ces matchs-là qui vont être extrêmement difficiles à aller chercher, il faut que tu ailles chercher les matchs qui sont accessibles. Fait que 100% raison. Ben là, maintenant, si on n'a pas trop parlé, on a parlé un petit peu, on n'a pas dans le détail sur les Patriots, ça reste les Patriots. Je ne suis pas convaincu, alors que vous parliez que peut-être vous espériez une équipe améliorée qui pourrait être compétitive pour gagner la division. On ne l'a pas du tout, la date en début d'année. Fait que c'est dommage. On avait des attentes d'amélioration, mais ce n'est pas l'équipe la plus améliorée, c'est les Colts, c'est l'équipe la plus améliorée à date. On en reparlera plus tard. Ils nous surprennent. Mais maintenant, parlons du match de Lozé. Lozé, de quel match tu voulais nous parler cette semaine? Qu'est-ce que tu as vu là? Moi, j'avais le goût de parler du match de la semaine, Détroit-Baltimore. Quel beau match. Encore une fois, on s'attendait à... Tu sais, la première semaine, j'avais dit on pouvait avoir les attentes le plus haut possible, le match entre les Ravens et les Bills. Puis malgré peu importe des attentes qu'on avait, ça a explosé, dépassé toutes les attentes possibles. Puis encore là, lundi, on s'entend, les attentes étaient hautes. On avait parlé du over sur le spread, on avait sur le over-under, je veux dire. Le match a vraiment été exceptionnel. Par contre, une couple d'affaires que j'ai un peu moins aimé. Premièrement, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, quand Green Bay a éclaté Détroit, on s'était dit, OK, nouveau coordonnateur, est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'ils vont se reprendre en main? Est-ce que les choses vont recliquer assez rapidement? Est-ce que c'était juste une erreur de parcours, une grosse, mais style, une erreur de parcours?
C'était à l'étranger, premier match de la saison, les gars sont peut-être pas game shape. Oups, ils reviennent, ils scorent 52 points. OK, quel Lion allait sortir? Ben là, les Lions, ils ont sorti comme les number one seed du NFC l'année passée. Un match. Juste pour ceux qui on ne l'a pas mentionné, là, mais vous le savez sûrement, mais les Lions ont gagné 38-30. J'ai oublié de le mentionner, mais Losé aussi, mais c'est une victoire des Lions par 8 points. Losé, continue, je m'excuse. Ouais, pas de problème, désolé, j'ai oublié de le mentionner. Fait pour moi, ça a été un match parfait de A à Z des Lions. Pourquoi parfait de A à Z? Qui a été les majordomes dans cette victoire-là? Ça a été Goff qui a eu une belle performance. Ça a été Amon-Ra St. Brown, que là, moi, je l'ai dit le premier podcast avant la première semaine, c'est probablement mon joueur préféré, mon receveur préféré. Je pense honnêtement qu'il s'en vient tranquillement vers les discussions du wide receiver 1 dans la ligue. Très honnêtement, ce gars-là, il est juste complètement hallucinant. Puis même, je vais aller plus loin que ça, sur des touches au sol de Gibbs puis de Montgomery, le gars, il fait des blocs clés à l'intérieur. Il n'y a pas un wide receiver qui fait des blocs comme ça. Il bloque comme si c'était un tight end, mais il est tout petit. Ce gars-là, extraordinaire. Sérieusement, avoir joué, c'est clairement le gars que je m'achète son chandail le prochain, c'est Amon-Ra St. Brown. Il me fait capoter bien. Bon choix. Bon choix. Fait pourquoi que les Lions ont été comme juste sensationnels, parfaits selon leur script? Amon-Ra St. Brown complètement impliqué. Jameson Williams, qui est le deep threat pour les Lions, deux longues passes pour commencer la game. Montgomery, qui est sorti 160 quelque chose verges au sol, 2 touchdowns, 2 longs touchdowns, 22 carries à Jahmyr Gibbs, 2 touchdowns. Écoute, c'est pas compliqué. Les Lions, ils ont plein de superstars. Ils jouaient contre une attaque qui est extrêmement rodée. Là, on peut le dire, après semaine 3, je vous confirme, l'équipe qui va marquer le plus de points cette année, ça va être les Ravens. Ils sont sortis, ils savaient qu'ils avaient besoin de marquer des points. Première séquence à l'attaque, ils vont en 4e essai. On sait comment Dan Campbell, il joue son playbook. Ils vont en 4e essai, ils font le touchdown, ils reviennent. Écoute, c'était juste un match absolument parfait. Là, oui, ils ont... veut pas, il y a eu un garbage TD en fin de game. Fait qu'il menait quand même par plus, il menait par 14. Le match a été quand même relativement serré jusqu'à la fin. Par contre, c'était contre les Ravens à Baltimore. Fait que juste d'avoir le lead tout le match, de garder la pression, de mettre la pression, de marteler complètement le front défensif des Ravens avec de la course, encore de la course. C'était un chef-d'œuvre de A à Z que les Lions ont donné cette semaine. Là, je veux faire une mini parenthèse. Je sais qu'on avait des doutes. Je sais que c'était un gros match pour le tiebreaker. Désolé, les Lions gagnent cette division-là avec la défaite des Packers. C'est fini, on n'en parle plus. Je pense que oui. Les Lions, ils viennent de faire le statement que les Packers ont fait en semaine 1. Mais là, le problème pour les Packers, c'est qu'ils ont fait un D-statement. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, vous comprenez. Marquer 10 points contre les Browns, perdre 13-10, là, c'est gênant. Puis surtout de la manière. La façon. On va en revenir. Fait que là, moi, écoute, vous savez, je l'ai dit au début de l'année, si jamais j'ai 2 équipes que j'ai toujours aimées, c'est Ravens, San Fran, mais je n'ai pas vraiment d'équipe. Par contre, Lamar, mon joueur préféré probablement dans la ligue, contre mon receveur préféré, écoute, pour moi, là, c'était exceptionnel comme match. Mais même si je prenais pour les Ravens, même si, écoute, les Lions, qu'est-ce qu'ils ont fait, la performance qu'ils ont donnée lundi soir, c'était juste parfait. Les Bills ont gagné 41-40, mais les Bills n'ont pas mené toute la game. Ils ont fait un comeback extraordinaire le dernier quart, la première semaine. C'était pas un match parfait comme les Lions viennent de mettre un match parfait sur la table. Pour moi, c'était la perfection totale. OK, ils ont donné encore 30 points. Ça, c'est vrai. Mais à un opponent qui marque 37 points en moyenne pour l'instant. C'est en haut de 40, je pense. Hey, les Ravens ont marqué 41-30. C'est ça. Avant, c'était 40 points. Oui, c'est ça. Là, ils sont rendus à 37 de average. Puis là, ça, c'est quand même relativement inquiétant. Une couple de choses inquiétantes pour les Ravens. Mais je vais commencer par les choses qui ne sont pas inquiétantes. Lamar, 9 passes de toucher, un toucher au sol, 750 verges après 3 matchs, 148 de passer rating. Écoute,
je parlais avec mes amis après la première semaine, j'ai regardé le passer rating de Lamar, puis là, j'ai dit 144 points, quelque chose comme 0.1, 0.2, whatever. J'ai dit, c'est peut-être le plus haut passer rating perdant d'une game. Mais non, Baker Mayfield avait le record en playoff de 146 points quelque chose. Ben, Lamar a battu ça, 148.1 lundi. Non. Écoute, le gars est juste... Il est phénoménal, Lamar, pour vrai, là. Ça l'a vraiment... Là, le seul point négatif que Lamar a fait lundi, beaucoup de sacs du corps. Mais encore là, est-ce que c'est un thumbs up à la ligne défensive de Détroit ou c'est un thumbs down à Lamar qui gardait un peu trop le ballon que normalement, parce qu'ils ont montré une statistique pendant le match qu'il lance en moyenne 0,5 passes dans les stands par match. Mais tu sais, les QB qui scramble beaucoup, qui sortent du pocket, puis ils vont ouais. Mais c'est sûr qu'ils en font plus. Lamar, il finit par courir, mais là, il se faisait tacler dans le dos. Fait que les gars de la ligne à défense, ils mettaient de la pression. Lamar était obligé de sortir de son pocket, puis il revenait les chercher. Ça, c'est impressionnant. Tu sais, c'est des gros gars, c'est des gars qui se battent pour chaque pouce. Moi, je tiens pour répondre un peu à ce que tu viens de dire, que c'était pas vraiment une question, mais une affirmation, mais mettons, la ligne défensive de Détroit, tu sais, Hutchinson, là, qui battle pour revenir en arrière puis qui crée le fumble sur Derrick Henry, tu sais, ils jouaient jusqu'à la fin puis ils savent que si tu laisses trop de temps à Lamar, tu ne peux pas juste le contenir puis espérer que le jeu s'étouffe. Tu dois aller finir le jeu le plus vite possible puis ils ont été agressifs du début jusqu'à la fin. Puis même dans ce fumble-là, tu sais, Derrick Henry, là, c'est juste ça fait beaucoup. Fait que là, il commence cette année puis le highlight de lui qui tombe dans les stands, on l'a vu, mais je trouve que c'est peut-être celui-là qui a le moins à se reprocher parce que c'est Hutchinson qui fait un gros jeu, qui surprend par derrière, qui battle, il essaie de faire sa feinte, puis en même temps qu'il lève le bras un petit peu, il punch, fait que le timing était là. C'est genre, tu sais, ils se sont battus jusqu'à la fin, puis ils savaient que les jeux explosifs étaient un danger à tous les jeux. Un jeu qui a l'air d'aller nulle part va aller quelque part. Ils ont joué jusqu'à la fin, fait que thumbs up à la défensive de Détroit. Écoute, absolument, parce que je pense que sur les 6 scores, il y en a comme 4 que c'est des tackles par derrière, que c'est des gars qui se sont agrippés à la cheville de Lamar avant il va probablement courir pour au moins 7 verges, 10 verges, 15 verges, peut-être dans le premier essai. Puis Lamar a été questionné en entrevue après le match. Il dit, là, 6 sacs, c'est très rare. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, puis, 7, ouais. Puis là, il est juste arrivé, puis il a dit, ben regarde, il dit, la plupart, ça a été des tackles par en arrière. Les gars, ils ont fait des jeux extraordinaires. J'ai peut-être gardé un peu trop le ballon, mais it is what it is. Un moment donné, il faut que tu donnes le crédit à ceux qui le méritent. Puis moi, je pense que là-dedans, c'est sûr que rendu à un certain point dans le match, ça t'est arrivé 3-4 fois, arrange-toi que ça te réarrive plus. Par contre, je pense qu'il faut donner un gros thumbs up à la défensive de Détroit. Bon, pour les choses qui vont bien pour les Ravens, Mark Andrews qui s'est enfin réveillé, il avait besoin de lui. Malgré tout ce qui s'est passé l'année passée dans le match de playoff, le fumble, le 2 points droppés, là, il n'était pas impliqué dans le plan de match depuis le début de l'année. Tu avais besoin d'un gars de même. Zay Flowers, extrêmement bon, breakout year probablement, mais il ne fera pas la job toute seule cette saison. Lamar a toujours fait la job un peu tout seul, un peu dirigé à gauche, à droite, mais là, si Andrews, il peut revenir dans le plan de match, avec Likely qui revient, va donner deux excellents tight ends, en option de passe, ben là, ça va encore plus aider une attaque qui n'a clairement pas besoin d'aide jusqu'à maintenant. Puis, comme j'ai dit, Lamar, pour l'instant, il n'y a rien à se reprocher. En haut de 140 de passer rating. Il est premier dans toutes les stats dans la ligue, mais il y a une victoire, 2 défaites. Fait que là, il y a des comptes à rendre de certains autres joueurs dans l'équipe, probablement la défensive. Puis, le gros point négatif pour les Ravens, Derrick Henry, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il a commencé le match avec un gros toucher, encore une longue course. On s'attendait encore à un match des statistiques astronomiques de Derrick Henry. Finalement, il finit le match à... C'est ça, je pense qu'après la première séquence à l'attaque des Ravens, il y avait genre 38 verges au sol, puis il finit la game avec 50. C'est débile, là. 50, puis encore un fumble qui coûte le match. Ouais. Après le fumble qui a coûté le match la première semaine. Il y a fumble aussi la deuxième semaine qui a été recouvré par les Ravens. Fait que c'est le seul running back dans toute la ligue au complet qui a un fumble à chaque match. Ça, c'est quelque chose qui est complètement hors de l'ordinaire. C'est pas supposé arriver.
Puis là, je fais un astérix juste pour les auditeurs. Pour tous ceux qui disaient des années antérieures que Lamar versus Josh Allen, Lamar est équipé, il y a des Pro Bowlers tout partout, blablabla, Josh Allen est tout seul. Josh Allen, la deuxième game de l'année, 150 verges, pas de touchdown, ils ont fait 30 points. Ah ouais. Lamar, il a les meilleurs stats de l'histoire, puis ils sont 1 victoire, 2 défaites en faisant 37 points par game. Ah ouais. La défensive en donne 40. Ah ouais, Bon. c'est ça. Ça, Ouais. l'oser, Je vais j'ai envie vraiment de t'entendre parler parce que historiquement, les Ravens avaient une défensive qui mettait beaucoup de pression, allait chercher les sacs du corps, créait beaucoup d'interceptions. Enfin, dans le fond, ils mettaient de la pression, faisaient des revirements, mais depuis plusieurs années, ils n'ont pas re-signé des joueurs comme mettons, Patrick Queen qui est rendu avec les Steelers, qui fait un job phénoménal. Puis on dirait ce n'est plus la défensive des Ravens auquel on était habitué. Qu'est-ce que tu remarques depuis le début de saison? Est-ce que tu remarques la même chose que moi ou non? Ah, ben absolument. Les Ravens, c'est vraiment les Ravens, ça a toujours c'est ça été qui les coule en ce moment. étiqueté Ray Lewis. C'est ça. Ouais, ben oui. Quand tu penses aux Ravens, tu penses à Ray Lewis. Tu sais, comme on parlait le premier épisode, quand tu disais que toi, tu étais un fan des Steelers, mais ton joueur, c'était Big Ben. Mais la plupart du monde, c'était probablement Polamalu. Pourquoi qu'il aimait. Oui. Harrison, C'est ça. Polamalu, Mais Clark. dans ces années-là, si tu étais un fan des Ravens, tu n'étais pas un fan de Joe Flacco. Tu sais, ça a toujours été un bon corps. Il a toujours été des stats modestes, puis tout le kit. Mais si tu étais un fan des Ravens, tu étais clairement un fan de Ray Lewis. Ouais. C'était le cœur, l'âme de l'histoire des Ravens. Puis tous ceux qui écoutaient déjà le football à ce moment-là se remémorent Ray Lewis, se remémorent la défensive des Ravens. C'est un peu comme si jamais, pauvre toi, tu es un fan des Seahawks, ben, tu sais, le Legend of Doom, c'est fini, mais ça a tellement été une partie prenante de leur histoire qu'on dirait qu'ils restent étiquetés à ça, mais par contre, c'est plus la situation. Les Ravens, ils ont accordé beaucoup de points en playoff. Ça reste une défensive qui est capable de mettre beaucoup de pression parce que, vu que l'attaque met tellement de points, tu forces l'autre équipe à jouer par la passe. Si tu forces l'autre équipe à jouer par la passe la plupart du temps dans les matchs, ce que Détroit se sont pas fait forcer. Ils ont fait une panoplie de courses. C'est comme ça que tu veux battre une équipe contre les Ravens. Même chose la première semaine. James Cook a eu un match extraordinaire au sol. Mais une fois que tu commences à mettre l'autre QB sous pression qui est tout le temps obligé de lancer parce que les Ravens scorent à chaque présence, ben c'est là où ce que leur défensive paraît encore sans vraiment flaws parce que tu mets la pression, les chasseurs de corps, ils se laissent aller, puis tu sais qu'ils vont être dans un état de passe. Par contre, dans un match serré comme ça, que l'autre équipe arrive à riposter coup pour coup, ben là, tu vois que la défensive, elle a des lacunes, clairement. Ouais, moi, l'osé, ça m'inquiète, je trouve, pour les Ravens en éliminatoire parce qu'ils vont arriver contre des équipes qui ont des bonnes attaques bien soutenues, autant par la passe que par le sol, et des défensives très bonnes puis adéquates, puis ils vont avoir un plan de match pour contrer cette attaque-là. Fait tu sais, je vois qu'ils vont avoir une belle saison, risque de remporter la division, mais j'ai vraiment peur pour eux à long terme. Souvent, ils vont perdre le premier match, puis s'ils gagnent le premier, ils vont souvent perdre le deuxième parce que l'adversaire va être juste trop fort pour eux, puis ils auront un meilleur plan de match adéquat, puis ils vont jouer leur game plan. Fait moi, je suis nerveux un peu pour les Steelers, puis les fans, pas les je suis stressé pour les Ravens, puis les fans des Ravens. Est-ce que toi, tu partages ce sentiment de stress-là, ou tu penses vraiment que ça risque de se replacer, ou tu dis, hey boy, ce qu'ils me donnent maintenant, puis ce qu'on a donné l'année passée, c'est ce qu'on va avoir pour le restant de la saison? Ben, moi, honnêtement, je trouve que les Ravens, qu'est-ce qu'ils démontrent en ce moment, c'est quelque chose que les gens n'avaient peut-être pas perçu, juste en regardant les box scores, parce que justement, l'équipe mène tout le temps par 14, par 17 points, tu forces l'autre équipe à jouer par la passe, tu donnes une coupe de points au quatrième quart pour écouler le temps, puis c'est ça la défensive. Mais pour moi, je ne suis pas super surpris pour l'instant, parce que les deux équipes contre qui ont donné beaucoup de points, c'est deux équipes qui en scorent normalement quand même beaucoup. Puis ils l'ont fait de la manière, comme je vous ai dit, que tu peux battre les Ravens, en contrôlant un peu le ballon, en martelant le front défensif, puis en courant tout le match. Moi, pour ma part, en playoff, je pense pas que ça, c'est représentatif parce que si tu regardes juste l'année passée, le match était à Buffalo, puis il était à un fumble de Andrews de peut-être gagner ce match-là. Il était à un drop de Andrews de s'en aller en overtime. Ouais. Puis c'était la même défensive. C'était tu sais, des gars comme honnêtement, un gars comme Lamar, que c'est un. Tu sais, je suis pas en train de dire là que c'est le meilleur d'histoire, clairement pas. Par contre. En ce moment. Non, mais par contre, il
c'est le meilleur dual threat qui arrivera plus jamais dans l'histoire de la NFL. Ça, c'est même pas c'est un no-brainer. Tu sais. Le gars, il est premier quasiment pour les verges au sol, puis tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il est 3-4e meilleur passer rating de l'histoire, puis c'est le QB déjà avec le plus de verges par la course. C'est le plus gros dual threat. On ne verra plus jamais ça. Par contre, il y a ses déboires un peu en série, des matchs ici puis là, mais là, il est dans une passe où tout va bien. Fait que moi, je pense pas que le passé est toujours garant du futur. Lamar, il va connaître une grosse performance, une grosse saison en playoff. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est dans 5 ans? Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Puis l'année passée, pour ceux qui disent encore que Lamar a blow out la game, regardez le vidéo encore de ce match-là, les jeux qu'il a fait, la drive qu'il a fait à la fin de la game avec 40 secondes au cadran, c'est Andrews qui a tout scrappé. Fait Ouais. pour moi, il n'y a rien de surprenant dans ce que je vois à date. Ils font des points, ils en accordent. Ça ressemble aux Ravens. Un peu déçu, mais tu n'es pas en mode panique encore pour les Ravens. Non, exactement. Ouais, c'est ça. Marc-André, est-ce que t'aimerais, avant qu'on parle de ton match, est-ce que tu aimerais réagir à ce que Lozé a dit ou tu n'as pas vu le match, mais tu n'as pas trop. En fait, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que pour moi, les Ravens, ça reste que c'est une attaque qui est débile. Là. Lamar, pour moi, en ce moment, c'est le clear favorite pour être MVP. Là. En ce moment, c'est clair que les stats qui sortent, même s'ils sont 1 et 2. Pour moi, la défensive est inquiétante. Par contre, je veux leur donner le bénéfice du doute parce qu'après 3 semaines d'avoir affronté les Bills puis les Lions, qui sont probablement 2 équipes top 5, peut-être même top 3 ou top 4 dans la ligue. C'est beau. Pas de stress. Mais ouais, c'est ça. Deux attaques, probablement les Bills puis les Lions, qui sont probablement 2 des, mettons, 4-5 meilleures attaques de la ligue. Je veux quand même leur donner le bénéfice du doute, puis on verra dans les semaines qui suivent où la défensive est capable de se placer. OK. On va faire le petit résumé de match aussi. Là, on attend que Lozé revienne. Donc, il est parti s'occuper d'une des jumelles ou les deux. Oui. Dans le fond, là, les Eagles l'emportent 33-26 contre les Rams. Et Marc-André était tellement en confiance que les Rams l'emportent. Durant le premier quart, il nous a écrit dans la conversation de groupe pour nous dire c'est confirmé, les Rams l'emportent. Moi, j'ai pris les Rams dans ma prédiction. Vous êtes poche. Moi, je suis visionnaire. Let's go les Rams. On en parlait en plus que Marc-André avait confiance en les Rams à court terme. Mais les Eagles, malgré 2 premières semaines peu étincelantes, ont su tirer de l'arrière et avoir fait de résilience pour l'emporter 33-26 d'arrache-pied en fin de match. Marc-André, parle-moi de ce match-là plus en détail, s'il te plaît. Ouais, ben, tu parles de quand est-ce que je vous ai texté. Pour vrai, la première demi, là, les Rams ont complètement mangé les Eagles. Là. Pour vrai, n'importe qui a regardé ce match-là, il y avait une seule équipe sur le terrain en première demi. Les Eagles ont eu moins une verge par la passe en première demi. Là. C'était un déclassement total. Vraiment, les Rams ont complètement mangé les Eagles. Pour vrai, je vais commencer par parler des Rams. J'adore le trio qui épaule Matthew Stafford, Kyren Williams comme running back, Puka Nacua puis Davante Adams comme receveur. Je trouve que l'année passée, Puka et Cooper Kupp, c'était 2 receveurs qui sont quand même semblables. C'est 2 receveurs qui font des tracés courts, ont beaucoup de réceptions, beaucoup de targets, mais ce n'est pas des longues réceptions. Tandis que là, Puka avec Davante, tu as un short threat puis un deep pass threat en Davante. Je trouve que tu as vraiment un one-two punch qui est vraiment très, très, très intéressant du côté des Rams. J'ai vraiment adoré ce trio-là. Je dois quand même dire du côté des Eagles que je me souviens plus de son nom, mais le right tackle des Eagles s'est blessé, je pense, sur la première ou deuxième séquence du match pour les Eagles. Puis je vois que ça a fait une différence parce que la défensive des Rams a vraiment réussi à mettre beaucoup de pression sur Jalen Hurts par la droite tout le long du match. Fait que je pense que cette perte-là a fait beaucoup plus mal qu'on peut le penser aux Eagles sur cette durée de match-là. Moi, ce que je semble constater aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le cas ou c'est pas le cas, mais en première demi, j'ai senti que le play calling des Eagles, c'était un play calling où il n'y avait pas confiance en Jalen Hurts par la passe. Il callait presque rien par la passe. Les jeux par la passe, ça allait nulle part. C'est des petits jeux ou des petites
passes, il ne se passait pas grand-chose. C'est-tu parce que la semaine d'avant, Jalen Hurts, il avait juste eu genre 101 verges par la passe? Je ne sais pas exactement, c'est-tu le nouveau coordonnateur qui n'a pas tant confiance? Puis à partir du moment en deuxième demi où ils n'ont pas eu le choix de passer parce qu'ils se faisaient planter, là, whoop, soudainement, Jalen Hurts faisait des plus longues passes. Whoop, il trouvait Jay Brown. Whoop, il trouvait Devonta Smith. Je trouve qu'à partir du moment où les Eagles ont décidé de faire confiance à Jalen Hurts, c'est là où un peu le match a débloqué, contrairement à première demi, où je sentais juste que tout ce qu'il voulait, c'était donner le ballon à Saquon Barkley. Il n'y avait aucune confiance en Hurts. Puis en deuxième demi, vraiment, on a vu là, que cette attaque par la passe-là est capable de faire quelque chose. Ça reste que A.J. Brown, Devonta Smith, c'est un des meilleurs duos de receveurs dans la NFL, avec Dallas Goedert qui est là comme tight end aussi, qui a eu une belle réception pour un toucher aussi. Fait que tu sais, je pense que c'est un match qui est rassurant pour les Eagles. Une deuxième demi qui est rassurante pour les Eagles. Par contre, ça reste que les Eagles gagnent ce match-là sur 2 field goals bloqués. Je ne me souviens pas d'un match que j'ai vu qui a eu 2 field goals bloqués par la même équipe dans le même match. Le match se termine par, c'est quoi, les Eagles ont gagné par 7, 33-26, ils ont gagné par 7. Et dans le fond, pour ceux qui n'ont pas vu le match, les Eagles venaient par 1 point. Il restait 2 secondes dans le match, ils menaient par 1 point. Les Rams tentent un field goal qui a été bloqué et qui a été ramené dans un début par les Eagles. C'est ça qui a fait 7 points. Donc, ça a quand même été un match très, très serré en deuxième demi, très, très excitant. Par contre, si j'avais à choisir, mettons, une équipe, mettons que demain, ces deux équipes-là se réaffrontent en série, je prends les Rams encore. Je pense que les Rams sont plus complets. Je pense que les Eagles s'en sortent bien malgré tout, mais ça reste que 2 field goals bloqués dans le même match. Pour que ça prenne ça pour gagner, je pense que tu as quand même été chanceux en quelque part, là. Marc-André, moi, j'ai deux lancers à te proposer pour 2 narratives différentes. Oui. La première, dans le fond, c'est que les Eagles n'avaient pas été testés beaucoup les 2 premières semaines, puis on peut faire des grosses performances pour l'emporter. Puis en plus, quand tu perds ou quand tu gagnes un Super Bowl, ça veut dire que tu t'es rendu extrêmement loin. La off-season est plus courte. Fait des fois, reprendre le projet. Surtout quand tu gagnes, toute la tension est comme relâchée un petit peu. On est des champions, personne ne peut nous enlever les championnats qu'on vient de gagner. Fait que ça prend de la résilience puis un peu de la détermination pour garder le cap et garder le projet. On reste motivé tout le monde. Fait que dans le fond, c'est ça que moi, je pense que là, ils ont été testés pour la première fois. Ils auraient pu perdre ce match-là, mais ils ont été testés pour la première fois, puis je trouve qu'ils ont bien réagi à cette pression-là. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent le match, je trouve qu'ils ont bien réagi à cette pression-là. Je n'ai pas fini ma lancée avant, puis tu réagiras après à ce que tu veux, parce que. Mais ce qui m'a surpris au début, je pense qu'ils ont resté dans le match, c'est que la défensive des Eagles est bonne. Ils ont des bons joueurs défensifs sur la ligne, sur le front défensif. Puis ils ont quand même limité. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que quand tu regardes les séquences des Rams, interception, première séquence, court terrain, touchdown pour les Eagles. Ils ont juste fait 37 verges, mais 11 jeux, beaucoup par la course. Après ça, field goal, touchdown, field goal, field goal, field goal. Fait que même si c'était traversé puis les Eagles ne jouaient pas bien à l'attaque, la défensive a quand même limité souvent les Rams à des field goals, ce qui les a quand même maintenus dans le match. Fait que oui, 2 field goals bloqués, mais c'est pas 2 field goals bloqués qui fait que tu gagnes le match, c'est que tu étais resté dans le match, surtout grâce à la défensive qui n'accorde pas le toucher, mais qui limite les field goals. Ils ont quand même allé 6 drives où est-ce qu'ils ont marqué des points, ce qui est super bon. C'est rare qu'on voit ça, 6 drives consécutifs à marquer des points. Mais là-dedans, seulement 2 touchés. Le reste, c'est des field goals. Puis après ça, 4e quart, turnover on downs, puis revirement, field goal bloqué au 4e quart. Je pense qu'ils ont senti la soupe chaude, puis ils ont peut-être un peu paniqué les Rams. Tandis que les Eagles, il n'y avait rien à perdre, parce que c'est eux qui ont tiré de l'arrière tout le long du match. Fait que j'aimerais que les 2 affaires que je parlais, c'est, j'aimerais que tu réagisses. Est-ce que tu vois un peu la même chose que moi, que c'est la première fois que les Eagles étaient testés? Puis pour les Rams, ce qui m'encourage avec eux, c'est les longues séquences qu'ils ont soutenues. 6 jeux consécutifs où ils marquent des points. Moi, ça m'impressionne beaucoup pour les Rams. Fait que je te laisse réagir par rapport à ça. Ben, en fait, quand tu dis que les Eagles n'ont pas été testés, je ne suis pas tant d'accord avec toi parce que pour vrai, les 3 matchs qu'ils ont gagnés, c'est 3 matchs qui sont terminés par une possession. Ils ont battu les Cowboys dans le premier match de la saison. On avait tous dit « Ah, les Eagles vont gagner facilement. » Puis pour vrai, ça a été un match ultra serré contre les Cowboys. C'était le jeu d'histoire, le premier match de l'année. La semaine 2, sont allés à Kansas City. Ça s'est fini par 3 points. Ça a été un match ultra serré. Puis là, les Rams, ils battent les Rams par 7 points sur un field goal bloqué en fin de match retourné. Fait que moi, je considère quand même que les Eagles, depuis le début de la saison,
c'est une équipe qui a été testée quand même beaucoup. Là. C'est 3 matchs serrés qui s'en sortent gagnants dans les 3 matchs. Fait que je suis pas tant d'accord avec toi quand tu dis pas testé. Je pense que cette équipe-là n'a pas pris encore son air d'aller. Je pense que la deuxième demi est vraiment rassurante pour cette équipe-là. Mais comme tu dis, ça a été une longue année l'année passée. Ils ont gagné le Super Bowl, ils reviennent. Tu n'as pas le même coordonnateur à l'attaque. Fait que l'attaque, ça prend du temps un peu à se mettre en branle. Je suis 100% d'accord. Moi, je pense que les Eagles peuvent être meilleurs que ce qu'ils sont. Mais de là à dire qu'ils n'ont pas été testés, je ne suis pas tant d'accord. Moi, je pense que quand même, ils réussissent quand même à gagner 3 matchs serrés. Ça prend quand même du caractère. Comme je disais, je pense quand même qu'ils ont quand même été chanceux de battre les Rams. Moi, je pense que les Rams restent quand même une meilleure équipe que les Eagles. S'ils jouent demain matin, je prends encore les Rams devant les Eagles. Mais ça reste que les Eagles trouvent une façon de gagner. Et puis pour les Rams? Pour les Rams, pour moi, c'est pas un match nécessairement qui est inquiétant. Moi, je pense que les Rams, ça reste une des meilleures équipes de la NFC. Si j'avais à les placer actuellement, je les placerais peut-être deuxième derrière les Lions. Là. Actuellement, les Rams, là, moi, les Lions ont vraiment été impressionnants. Dans l'association au complet? Dans la conférence, probablement que je les placerais deuxième dans la conférence, là, derrière les Lions, probablement les Rams. Puis probablement, je placerais les Eagles troisième. J'aime vraiment ce que les Rams proposent cette année à l'attaque. Je trouve qu'il y a c'est pas une défensive top 3, top 4 de la NFL. Il y a une défensive correcte, mais ils ont vraiment une belle attaque, les Rams. J'aime ce qu'ils proposent. Une belle jeunesse en défensive, en plus. Exactement, c'est ça. Moi, je pense que c'est une défensive qui a une marge de progression, puis tu as une des bonnes attaques de la NFC. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis avant qu'on parle d'un autre sujet, moi, je veux quand même parler du fameux touche-push des Eagles. Là. Je sais qu'on en a parlé. Moi, je suis plus capable. Puis pour vrai, dans ce jeu-là, plusieurs fois, j'ai arrêté le jeu, puis j'ai revenu, puis j'ai essayé de regarder. Il y a un false start sur à peu près toutes les fucking touche-push. Tu vois, c'est drôle parce que avant la semaine passée, contre Casey, avant que quelqu'un en parle, c'est le même jeu en répétition depuis des années, depuis 2 ans. Ouais. Il n'y a jamais personne qui est venu à la conclusion que le center, il n'a pas le droit d'être par-dessus le ballon. Ça, c'est un règlement dans NFL. Il ne peut pas être par-dessus le ballon. Les gardes. Le garde à droite, il part une demi-seconde facile avant le ballon à chaque fois. Toujours. À chaque fois, le garde à droite, il part avant. Puis on ne réinventera pas les règlements, mais en défensive, tu n'as pas le droit de pousser les gars. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi que tu as le droit sur ce. Il y a des false starts il y a des false starts ou des offside offensifs, le caler comme tu veux. Ouais. Le center qui est pas bien positionné. Écoute, Mais il y a pire aussi, les gars, c'est que, par exemple, il y a 2-3 ans, quand c'était encore Jason Kelce qui faisait l'enfant avec le touche-push, même souvent, il gardait le ballon. C'est lui qui gardait la main sur le ballon puis qui avançait avec. Puis Jalen Hurts n'avait pas vraiment possession du ballon. Il fallait juste mettre une main ou deux sur le ballon puis il continuait puis il avançait avec Jason. Fait que, tu sais, des fois, il y a eu des false starts. Il y a même eu, c'est même pas lui qui avance avec la balle. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Puis on dirait que les bonnes équipes jouent sur les règlements. On pourrait penser aux Chiefs, là, les années où ils ont gagné le Super Bowl, où est-ce que le garde à droite part tout le temps une demi-seconde, fait toujours 2 pas au recul. Puis là, ça a tellement été souligné que là, ils n'ont pas eu le choix de le caler. Ah, ben c'est le gars qui a été le plus puni de toute la ligue l'année passée. Ouais, c'est ça. L'année passée, mais il y a 2 ans, 3 ans, il faisait encore. Fait que, tu sais, ça va prendre du temps. Mais on dirait des fois, les bonnes équipes jouent sur les limites du règlement. Comme, ça, ils ne vont pas le caler, je vais le faire. C'est un peu comme les joueurs qui mettent les mains, puis qui grabent un petit peu, puis qui laissent aller. Il y a toujours un petit jeu de main. Puis des fois, il est calé ou pas. Puis quand il y a un joueur qui est étiqueté, puis là, qui est souligné, là, on le cale plus souvent qu'autre chose. Enfin, des fois, il suffit juste qu'il y ait un petit highlight, puis peut-être ça va changer. Puis c'est peut-être ça qui va faire que le touche-push va être moins concluant à cause des passe-balles puis recul de 5 verges. Ben moi, avant le match de cette semaine, j'avais le même discours que toi. Mais pendant une semaine au complet, le touche-push a été mis à l'avant dans les médias, sur la planète foot. Tout le monde parlait juste de ça avec l'entrevue qu'il y avait eu après le match de Casey, comme quoi que le gars était offside, blablabla. Puis là, le premier touche-push de la game a probablement été le pire de tout. Puis il colle pas. Puis il n'a pas été collé. Ouais. Fait que moi, j'avais ton discours avant le match contre les Rams. Là, honnêtement, je ne sais pas si j'y crois. Tu dis mon discours, ça va prendre du temps. Mais en fait l'oser aussi, il y a 2 choses, hein, tu ne vas pas oublier. Moi, mon but, c'est de vous relancer sur des questions. Fait, des fois, je vous pose des questions. C'est pas que je présume de quelque chose. Je veux créer des discussions aussi. Non, absolument pas. Moi, je fais juste dire que j'étais d'accord avec toi qu'éventuellement, tu sais, il ferait plus attention.
Mais là, si ça fait une semaine au complet que le monde fait juste parler de ça, que ça devient quasiment un point de controverse, puis tout, puis que ça met la Ligue dans on dirait dans un bad spot, tu sais. Là, c'est sûr et certain qu'ils sont comme, hey, c'est vous le Officials Crew, faites attention à ce jeu-là, assurez-vous que cette semaine, il n'y ait pas de controverse après le match. Le premier touch-push de toute la game a été clairement le pire de toute la game. Mm-hmm. Tu sais, je peux pas croire que les arbitres n'étaient pas prêts à ce touch-push-là. Ben, des fois, est-ce qu'ils vont voir après ça, les coachs, comme hey, je ne l'avais pas collé, mais c'était limite, fais-moi plus ça. Tu sais, est-ce qu'ils avertissent les coachs? Puis Mais nous, on tout le ce que sait je pas, sais, puis on le c'est voit pas. que les analystes à la télé, ils ont dit après ce touch-push-là que Sean McVay avait eu une discussion avec l'arbitre. Ouais. Il est allé le voir directement pour dire hey, ça n'a pas de bon sens. Mais là, est-ce que tu vois clairement que ça n'a rien changé parce qu'il n'y a rien qui a été collé dans tout le Puis la dernière. Ouais, mais aussi les annonceurs, eux aussi sont tannés parce que pendant le match, à plusieurs reprises, ils ont fait des reprises, puis ils montraient, puis ils commencent à être écœurés. Fait que ça gâche le produit. Puis même sur un des matchs, finalement, ça a été un bon show. Puis je me suis plugué à ce match-là parce que je vous en parlais avec moi, que c'est pas à cette plage horaire-là, c'est pas ça que je voulais voir. Mais ça a tellement été chaud puis intense comme match que je me suis plugué puis j'ai vu dans le fond le dernier tiers. Pendant le troisième quart, je me suis plugué puis j'ai vu la fin du match. Fait que c'est vraiment super bon divertissement. Là, j'ai manqué un petit bout de l'analyse de Marc pour ce match-là. Ouais. Là. Mais toi, tu dis que tu as pogné la fin de la game. Ça veut dire que tu as vu les deux bottées bloquées. Ouais. Moi, je suivais encore toutes les games en même temps. Puis je pense qu'il y a eu 5 bottées bloquées dans un espace de 15 minutes. C'est sûr que c'est un record qui ne sera jamais battu de la NFL. C'est hallucinant. Hallucinant. Puis, honnêtement, j'ai quand même vanté les deux équipes parce que je pense que c'est deux des meilleures équipes de la NFC qui sont affrontées. Petit bémol, puis petite inquiétude pour les Eagles. C'est peut-être à cause de la longue saison de l'année passée, tout ça. Mais moi je suis quand même inquiet un petit peu de Saquon Barkley. 60, 88 puis 46 verges au sol après 3 semaines. Il a couru plus que 2000. Son corps est brûlé. Là. Ça se peut qu'il est fatigué, mais ça reste que là, contre les Rams cette semaine, même pas 2 verges et demie de moyenne par course. Peut-être que ça va prendre du temps avant qu'il se mette en marche. C'est peut-être parce qu'il est fatigué, je ne sais pas, mais un petit bémol, c'est quand même inquiétant parce que si Saquon Barkley ne fonctionne pas, les Eagles ne seront pas capables de passer les éliminatoires cette année et de se rendre au Super Bowl. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Lozé, est-ce que tu dois encore t'absenter un petit peu? Ou, Ouais. Vas-y, parfait. On va faire un segment de division, puis on va t'attendre pour les pics pour la semaine prochaine. Parfait, c'est bon. Marc-André, dans le fond, là, pour le segment de division, il y avait une division qu'on avait parlé par téléphone. Est-ce que tu te rappelles, c'était laquelle? Est-ce que c'était la AFC South avec les Colts, Jaguars, Texans? C'est temps que tu peux parler? Ou c'était une autre? Il me semble qu'on s'était parlé de la AFC West avec les Chiefs, Oui, aussi. Je vais finir par le dire. Fond, les Chargers, Raiders, Broncos et Chiefs, les Chargers sont 3-0 et les 3 autres équipes sont 1 victoire, 2 défaites. Donc, ça augure mal pour les autres équipes. Il y a des équipes qui ont plus confiance dans leur 1 et 2 que d'autres. Puis les Chargers sont tout seuls pour l'instant dans leur division avec 3 belles victoires convaincantes. Des gros statements comme on parlait. Donc, Marc, qu'est-ce que tu voulais réagir par rapport à la AFC West? En fait, en début de saison, on parlait beaucoup des Broncos. Dont un autre. Non, mais pour vrai, on en a parlé nous aussi, mais il y avait beaucoup de hype dans peu importe où on écoutait par rapport aux Broncos. Mais force est d'admettre, honnêtement, moi, je ne peux pas passer à côté. Les Chargers sont excessivement impressionnants depuis le début de la saison. C'est une équipe qui est 3-0. Ils viennent de battre les 3 équipes de leur division en 3 semaines. Ils ont déjà 3 victoires à leur division. La façon aussi qu'ils ont fait ça, moi je trouve que l'attaque et Justin Herbert n'a jamais été autant impressionnante que ça. Puis il ne faut pas oublier, la semaine 1, ils ont battu les Chiefs au Brésil. Donc, ils sont partis du Brésil, sont allés jouer à Las Vegas, ils ont battu les Raiders, ils reviennent à domicile pour leur match à domicile, ils affrontent les Broncos, ils battent les Broncos. C'était pas un début de saison facile. Là. Ils se promènent tout partout. Ils ont 3 matchs à 3 endroits différents, dont un au Brésil. Tu affrontes tes 3 adversaires de division. Tu sors de là 3-0. Pour moi, la façon que les Chargers jouent,
Actuellement, si j'avais à faire un power ranking, je pense que je mets les Chargers numéro 1 dans la NFL actuellement. Les Chargers, je trouve que sont vraiment impressionnants. Jim Harbaugh, c'est un coach qui est reconnu pour être un gars qui court le ballon. Puis actuellement, son attaque par la passe est tellement forte qu'il n'y a même pas besoin d'utiliser Oui, parce que les son jeu running au backs ne sol. sont pas réveillés. Les Chargers, les running Pour backs vrai, ne sont pas là ou blessés. Najee Harris, exactement, qui est IR. mais pour Là, vrai, dans le fond, c'est les recrues qui vont devoir prendre la place. le trio de receveurs, Quentin Johnson, qui était la risée l'année passée parce qu'il n'arrivait pas à pogner un ballon de plage, il s'en va pour une saison de débile mental. Tu as Ladd McConkey, qui est très bon. L'année passée, c'était de loin le receveur numéro 1, mais il est presque rendu numéro 3 parce que les deux autres sont tellement bons. Puis Keenan Allen, qui était parti pour aller à Chicago, il a eu une saison pitoyable à Chicago l'année passée. Il revient à Chargers, puis il retrouve exactement sa touche avec Justin Herbert, puis il est encore Son numéro excellent. 4, c'est Mike Williams, qui est revenu encore après un autre laisser-aller, puis il revient. C'est exact. On dirait qu'ils ont des joueurs avec ou sans pause. Ça fait longtemps qu'ils sont là, ils croient au projet. Puis je pense que Jim Harbaugh, excellent coach. Avant aussi avec les 49ers, pause au college, puis là, il revient. Deuxième année de son projet, fait que ça, il a mis en place de quoi, puis là, il récolte les dividendes déjà dès l'an 2. C'est vraiment inspirant pour eux. Exact. Puis on parle beaucoup de l'attaque, mais ça reste que la défensive des Chargers, les Chargers, c'est l'équipe qui a donné le moins de points dans toute l'AFC après 3 semaines. Fait que ça reste que c'est une équipe qui est complète. C'est une équipe que je vois aller loin. Je le sais que Marco nous écoute. Il va sûrement être content de mon analyse. C'est une équipe qui a une réputation un peu de choquer un peu dans les gros matchs. Mais moi, les 3 premières semaines qu'on vient de vivre m'indiquent que cette tendance-là semble vouloir se résorber parce que pour vrai, la façon qu'ils ont géré ça, moi, je vois les Chargers aller très, très, très loin cette année. J'adore ta statistique slick, que c'est eux qui ont accordé le moins de points, 50 points seulement accordé à l'adversaire. Ouais. Mais il y a 2 équipes qui ont accordé 51 points. Oui, mais ça reste que... C'est eux qui ont le moins de points. T'as raison. Mais il y a 2 ex-aequo, puis ça m'amène, c'est ma transition avec la AFC South. Ouais. On parlait, dans le fond, que les Texans allaient être seuls, peut-être talonner un peu des Jaguars. Puis, Marc, tu me dis au téléphone cette semaine que tu avais vu complètement pas du tout. Là, les Texans 0-3, 0 convaincant. Titans encore pire qu'on pensait peut-être. Les Jaguars, quand même, à 2 victoires, 1 défaite. Mais les Colts à 3 victoires, 0 défaite. Très, très, très beau match qu'ils ont joué la fin de semaine passée. J'avais hâte de les voir jouer, puis j'ai pas été déçu. Les Colts, là, vraiment inspirants comme football en ce moment. 100%. Puis, je vais commencer par les Texans, parce que c'était eux qu'on avait mis gagnant de cette division-là. Pour moi, c'est excessivement inquiétant ce qui se passe là. Le 38 points, c'est l'équipe qui a marqué le moins de points dans toute la NFL après 3 semaines. C'est franchement inquiétant. La ligne à l'attaque est tout simplement 38 pas capable. En 3 semaines, c'est pas oui, c'est pitoyable. Puis leur défensive n'est pas mauvaise. Là. Comme tu disais, les Chargers ont donné 50 points. La défensive des Texans en a donné 51. D'Amico Ryan, c'est un spécialiste de la défensive. Ça fait le travail. C'est pas normal qu'après 3 semaines, tu donnes 51 points. Après 3 semaines, fait que tu as donné à peu près 18 points, même pas. 17 points, tu as donné 17 points par match, puis tu n'as pas de maudite victoire. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens qu'après 3 semaines, tu donnes 17 points par game, puis tu n'as pas de victoire. Ton attaque est simplement pas de calibre NFL actuellement à cause de ta ligne à l'attaque. Les Texans, pour moi, à 0-3, c'est triste, mais c'est déjà une saison à mettre au vidange. Là. Ça prendrait un revirement de situation vraiment intense pour participer aux éliminatoires à 0-3. Je suis arrivé juste à temps pour dire que je suis en désaccord. Oh, ben vas-y donc. Oh. Non, ben je suis en désaccord que la saison est mise au vidange à cause que leur division est mauvaise. Comme ils vont avoir des matchs intra-division ils vont pouvoir aller chercher puis reprendre les victoires qui sont en arrière pour l'instant. Mais pas contre les Colts. Moi, je vois pas les Colts s'écraser, honnêtement. Là. Ben voyons donc. Ben là, on va pouvoir faire un segment là-dessus. L'année nous le dira. On va faire c'est ça. La prochaine, mais honnêtement, là, AFC South, on en parle beaucoup, fait couler quand même beaucoup de langues. On est loin dans le podcast, on va avancer. Emma. Emma, oui, bonjour Emma, ceux qui sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent, c'est celle qui ne veut pas dormir. Ceux qui nous écoutent, c'est celle qu'on entendait dans le moniteur. Donc voilà. Donc bienvenue à toi. Désolé pour ça. Elle savait que le podcast se jouait, puis elle s'est dit hey, moi aussi, je veux être là, moi. Non, mais là, ça fonctionne à la fin. Emma a l'osé. Ah, voilà. Même chose.
Est-ce que c'était voulu quand Ben oui, absolument. C'est Incroyable. la Ça, raison c'est, pourquoi j'ai toujours penché pour Emma comme nom si j'avais une la fille. suite Voilà. des idées, là. Voilà. C'était ça, ou si c'était un gars, c'était Marc-André Jr., qui allait jouer au football. Fait que là, dans le fond, ça conclut le segment division. Je pense que les Colts, à chaque semaine, vont nous faire mentir. Lozé nous dit que c'est la dernière semaine qu'ils gagnent, mais à chaque fois, ils font mentir. Fait que il y a des bonnes prédictions, mais les Colts, là, avec le petit signe là, de fer à cheval vers le haut, ils sont chanceux en ce moment. Où ils sont bons, l'avenir va nous le dire. Pour l'instant, on va faire des prédictions pour la semaine prochaine parce que je trouve ça quand même intéressant, là, qu'est-ce qui s'en vient. Ensuite, on va parler des matchs à regarder selon les plages horaires. Je vais encore une fois mentionner Marco qui n'est pas avec nous. La semaine prochaine, il devrait être avec nous autres mardi prochain. Et là, on va d'abord en tous dire sa prédiction. Ensuite, on va passer, puis là, je vais aider Marc-André, je vais dire la mienne. Ensuite, Marc-André pour terminer avec Lozé, Parfait. pour suivre son tableau. Donc, Dans l'ordre visuel. on va être dans l'ordre visuel là, pour ceux qui nous regardent. Donc, les Seahawks visitent les Cardinals. Marco prend pour les Seahawks et moi aussi, je prends pour les Seahawks. Les Cards. Marc-André, c'est quand même que tu le nommes, même si tu l'écris là, pour les auditeurs Ouais, qui, c'est ça, qui j'ai ont pas regardé sur entendu YouTube. ton... Tu l'as pas dit. Là, tu vois, c'est sur t'es mute, sur tu mute. as un bug. Là. T'es sur mute. Désolé, mon micro avait fermé sans que je veuille. Ton Internet, là, je pense que ça bug un peu, on t'entend pas. Je suis désolé. Sinon, je vais le dire. Et là, maintenant, les Vikings visitent les Steelers. Marco prend pour les Vikings. Moi, je prends pour les Steelers, qui ne me font pas mentir jusqu'à maintenant. Moi, je vais prendre les Vikings. Ils ont été impressionnants avec Carson Wentz la semaine passée. Les Vikings aussi. Si Ouais. c'était J.J. McCarthy, peut-être j'aurais pris Pittsburgh. Je pense que moi aussi, ouais. Les Commanders visitent les Falcons. Marco prend pour les Commanders et moi aussi. Moi aussi, j'ai pas le choix. Atlanta. Ouh, un bounce back après leur massacre, ça fait on du a sens. toujours le choix, Marc-André. Les Saints visitent les Bills. Marco prend pour les Bills et moi aussi. Et moi aussi. Buffalo. Les Browns visitent les Lions. Marco prend pour les Lions et moi aussi. Moi aussi. Un autre choix unanime. Les Titans visitent les Texans. Marco prend pour les Texans et moi aussi je prends pour les Texans. Moi, je vais prendre pour Tennessee. Houston pour moi. Les Panthers visitent les Patriots. Je prends pour les Patriots et Marco aussi prenait pour la Nouvelle-Angleterre. Moi aussi. Les Pats pour moi aussi. Les Chargers visitent les Giants. Marco prend pour ses Chargers et moi je prends pour les siens. Oh, ok. Moi aussi, je prends pour les Chargers avec ce que je viens de dire sur les Chargers. Les Chargers aussi. Ouais. Les Eagles visitent les Bucks. Marco prend pour les Eagles. Moi je prends pour les Bucks. Ouh, je vais prendre pour les Bucks, moi aussi. Tampa Bay aussi. Les Colts visitent les Rams. Marco prend pour les Rams. Je prends pour les Rams aussi, mais à contre-cœur, parce que les Colts vont être compétitifs dans ce match-là. Je vais prendre les Rams, moi aussi. Les Rams aussi. Les Jaguars visitent les 49ers. Marco prend pour les Jaguars. Je prends pour les 49ers. Oh, ça, c'est un crève-cœur à la quantité de blessures que San Francisco a, mais San Francisco va trouver une façon de gagner. Je prends San Francisco. San Fran, possiblement Purdy qui revient cette semaine. Les Ravens visitent les Chiefs. Marco prend pour les Ravens et je prends pour les Ravens aussi. Moi aussi. C'est pour les Chiefs. Les Bears visitent les Raiders. Marco prend pour les Bears et je prends pour les Bears, moi aussi. Moi aussi. Las Vegas. Oh, Loza a quand même des choix différents. Je pense qu'il va pour le spread, lui. Alors, les Packers visitent les Cowboys. Les Packers ont été choisis par Marco et j'ai choisi les Packers, moi aussi. Moi aussi. Les Packers. Les Jets visitent les Dolphins. 2 équipes à 0-3. Marco prend pour les Jets et moi aussi pour les Jets. Moi, je prends pour personne. J'ai le droit de prendre pour personne dans cette équipe-là. Ouais, t'as juste. Mais je vais prendre pour les Jets. T'es pas game de caler la note. Ben moi, je vais aller pour Miami. Oh, Les ok. Bengals visitent les Broncos. Marco prend pour les Broncos et moi aussi. Et moi aussi. Et bon aussi. On dirait des choix plus unanimes cette semaine. La semaine dernière, il y avait quand même 9 choix sur 16 qui étaient unanimes. Encore une fois, on a 16 matchs. Puis si je regarde le nombre d'unanimes, je pense que c'est un peu moins. Là. Combien on en a, Marc-André? 6. Il y en a 6. 6 cette semaine. Et combien de fois Lozé y est le loup solitaire qui prend Ouais, pour une équipe séparée? 2, 3, 4, 5. 5 fois quand même que 5 Lozé est fois. tout seul, ouais.
pense qu'il veut nous rattraper, là, fait qu'il ose, là, il voit qu'on est Ben unanime, non. puis il dit je prends pour l'autre. Il y a 14 semaines, c'est pas pour ça. Non, c'est non. C'est vous autres qui Déjà, choisissez comme de la semaine- merde. Déjà, semaine 2, il panique. Là. On verra bien, on verra le score, hein, c'est le score qui va nous faire En mentir passant, c'est ou pas semaine confirmer. 2, c'est semaine 4. Ouais, on C'est est notre semaine semaine 4, 2 ouais, qu'on c'est ça. commence. Non, c'est la semaine 4, mais c'est notre deuxième semaine qu'on Je- fait. Oui, Je nous sais, autres, je voulais ouais. juste montrer que Pour clarifier. t'avais pas de crédibilité avec tes choix. À date, c'est qui mène? C'est qui mène? Let's Qui go. mène, Losé? C'est le gars de Dis-le. Pittsburgh. Le gars de Pittsburgh. Le gars de gars de Pittsburgh, Pittsburgh, that's c'est it. ça. C'est ce qu'il fallait. Hey, Ok. tu vas vraiment oser me rabaisser devant ma fille, OK? Je C'est vais- correct. OK. Je vais pas oser, je vais l'oser. Bravo, Losé. Ouh, OK. Je vais l'oser. Ça, c'était mon jeu de mots. Toi, gars, t'as mis un jeu de mots au nom de ta fille avec Emma. Moi, je peux bien faire un petit jeu de mots comme ça aussi. Là, maintenant, passons là, au match pour la semaine à venir. On a fait nos prédictions, donc on va laisser afficher ça quand même. Prime time jeudi, on a Seahawks qui visitent les Cardinals. Même division, 2 équipes à 2 victoires, 1 défaite. Moi, je le regarde. Est-ce que c'est un match avec des grandes attentes pour le spectacle, oui ou non? Fait que je ne vais pas trop rentrer dans l'analyse de ces équipes-là. Pour moi, les Seahawks risquent de l'emporter. Et je pense assez aisément, parce que les Cards ne marquent pas beaucoup de points depuis le début de l'année. Je pense que les Seahawks risquent de l'emporter, mais c'est un match à regarder qui va être quand même divertissant, je pense. Losé, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben moi, c'est un must-watch parce que toutes les prime time, c'est des must-watch dans mon cas. Par contre, je m'attends vraiment pas à un grand spectacle. OK. Ben, moi, je suis so d'accord. Moi, je trouve que les Seahawks m'impressionnent plus que je pensais depuis le début de la saison. Moi, j'avais placé les Rams et les 49ers devant les Seahawks. Puis pour vrai, je trouve que l'attaque des Seahawks m'impressionne quand même avec Sam Darnold depuis le début de l'année. Ils viennent de mettre 44 points sur le tableau la semaine passée. Je comprends qu'ils ne jouaient pas contre une équipe exceptionnelle, mais ça reste que tu as quand même mis 44 points sur le tableau. Les Cards ont perdu contre la moitié de l'équipe des 49ers. Les Seahawks aussi. Les Seahawks aussi. Oui, je comprends. Oui, c'est sûr. Les Seahawks, première semaine, ont perdu contre les 49ers qui se sont blessés tous les gars pendant la game. Oui, ça, je comprends. Mais ça reste que moi, j'ai quand même un petit edge sur Seattle. Si le match avait été à Seattle, j'aurais pris Seattle. Ça va être un match serré. Oui, c'est un match serré. La cote actuellement, les Seahawks sont avantagés par 1,5. C'est ça. Donc, tout dépendamment, moi, je serais à l'aise de prendre Seahawks moins 1,5, mais l'osé, non. Puis le over-under est à 43. C'est quand même bas, 43. Donc, rendu là, vous voyez ce que vous voulez. Oui. Là, dans le fond, parlons du prochain match prime time. Les Vikings visitent les Steelers à Dublin. Donc, dans le fond, le match à domicile, pas vraiment à domicile, dimanche matin à 9h30. Donc, c'est le fun, les plages horaires comme ça, où est-ce que c'est le matin plutôt que l'après-midi? Comme ça, on a un match de plus, on a une plage horaire de plus. J'adore ça, les matchs matin la fin de semaine. Les gars, j'ai une confession à vous faire. Vas-y, Losé, ce match prime time que tu n'écouteras pas? Hey, tu es malade, c'est complètement l'inverse. Les 4 semaines où il y a un match à 9h, je trouve que c'est les 4 plus beaux dimanches de la saison. Parce qu'on je suis d'accord avec toi. Toute la journée. Je suis 100% avec toi. C'est hallucinant. Pour vous vanter le match un petit peu plus, parce que je sais que vous êtes vraiment emballés. Ces deux équipes-là, dans le fond, c'est quand on parle de yards per game, les Vikings sont 28e sur 32 et les Steelers sont 30e sur 32. Le temps de possession des Vikings sont 27e, les Steelers 29e. Donc, c'est deux équipes qui n'ont pas souvent le ballon. Mais là, qui va avoir le ballon si personne n'a le ballon? C'est ça ma question. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que les deux vont juste... L'arbitre va avoir pendant une demi-heure? Qu'est-ce qui va se passer? Mais par contre, c'est deux équipes qui créent le plus de turnover. Les Steelers, plus 5 au différentiel de turnover, premier de la ligue. Puis les Vikings, plus 2, qui sont 5e en termes de turnover avec multiples égalités. Donc, c'est des équipes qui créent des revirements, qui n'ont pas souvent la balle, puis qui ne font pas beaucoup de verges. Je suis vraiment curieux de ça va donner quoi. Tu sais quoi, le meilleur... La ligue n'est pas folle quand même, hein? Parce que, tu sais, mettons que tu mets ce match-là en prime time, le même match prime time. Le jeudi soir, le lundi soir, le dimanche soir, le monde est fatigué, c'est à 8 h. Mais là, c'est à 9 h le matin, le monde va avoir leur café, ils vont être capables de passer au travers, tu sais. C'est ça. mais pour vrai, Losé l'a mentionné tantôt dans ses choix. Moi, autant j'ai mis du hate sur Pittsburgh. Si c'est J.J. McCarthy qui start ce match-là, probablement que j'aurais pris Pittsburgh. Mais avec Carson Wentz qui est là, moi je pense que les statistiques que tu viens de donner
sont un peu faussés par les 2 premières semaines pitoyables de J.J. McCarthy. Tu sais, parce que, veux pas, le Carson Wentz, clairement, c'est pas avec un QB1 comme ça que tu peux, a priori, espérer au Super Bowl. Par contre, le gars, il est très, très fiable. Tu sais, Carson Wentz, c'est un Joe Flacco un peu moins bon. Il peut patcher. Un Kirk Cousins. Ouais, semblable, un peu Kirk moins Cousins, bon. il a été bon à Minnesota, mais pour moi, Carson Wentz, c'est un peu le même genre de QB. Ouais, c'est pas un All-Star, c'est un gars qui tu sais, fait un job. Puis il est capable d'avoir des grosses c'est performances. ça. Il est capable d'avoir des matchs complètement offset. Mais par contre, selon moi, pour l'instant, tu me demandes aujourd'hui, pas dans 7-8 semaines, pas l'année prochaine, aujourd'hui, qui est meilleur pour Minnesota, c'est clairement Carson Wentz over J.J. McCarthy. À court terme, oui. Puis ça, c'est même pas par rapport à mon bias que j'ai sur McCarthy, que je ne l'ai jamais trouvé bon. Même à Michigan, j'ai dit depuis le début, Marco peut en témoigner, que pour moi, McCarthy ne sera jamais un bon QB dans la ligue. Mais c'est même pas basé là-dessus. C'est basé sur le fait que ce qu'on a vu, écoute, il a joué 2 matchs, il y a eu un bon quart. 7 quarts sur 8 étaient catastrophiques. Fait que clairement, pour l'instant, le kid, il commence. Ouais. Il Moi, est je ne très suis jeune pas du aussi, là, genre, beaucoup je suis pas du genre à d'expérience. pitcher en dessous du boss la première game, deuxième game, même ta première saison, tant qu'à ça. Surtout à la position de corps arrière, que la position C'est probablement tough. la plus Ben ouais. tough de tous les sports confondus. Clairement, en ce moment, ça va trop vite pour le kid. Fait que là, est-ce qu'il va être capable de mettre ça derrière lui? Est-ce que de build une confiance back semaine après semaine? Mais pour l'instant, clairement que pour Minnesota, qui est une équipe qui aspire à au moins faire les séries, relativement facile, extrêmement bon coaching, bonne défensive, ça leur prend un QB qui est capable d'aller gagner des games. Puis même si McCarthy était en santé aujourd'hui, je pense que si Wentz joue comme ça 2-3 autres semaines, on est loin de revoir McCarthy. McCarthy, ouais. Moi, je pense que le Wentz est avantagé d'avoir quand même un bon coach qui aura un plan de match. Parce que je trouve que le coach des Vikings a une tête sur les épaules. Parce que Wentz, historiquement, a toujours eu des super beaux matchs éclatants. Puis là, plus il prend confiance, plus il prend des risques. Puis les risques, souvent, backfire contre lui. Fait que si la directive est claire, puis le plan de match est clair, puis ça va être un team player, puis dit je veux mettre des bons matchs, je pense qu'à court terme, il va être très bon pour cette équipe-là. C'est un excellent backup. Pour moi, ce n'est pas encore numéro 1 dans la ligue. Sinon, il aurait sûrement été signé aussi comme étant numéro 1 quelque part. Mais c'est vraiment un bon support à McCarthy qui ne va pas bien ou qui est blessé, là, peu importe, qu'il soit en santé, qu'il n'aille pas bien ou pas. Wentz, c'est quand même un upgrade en ce moment. Il a de l'expérience. Ça va être un beau match à regarder. Moi, je pense que ça va être divertissant. Tout peut arriver. Les Steelers peuvent perdre par 2-3 possessions, comme les Steelers peuvent créer plein de revirements des courts terrains puis gagner par 1 point. Chris Boswell pourrait gagner le match puis il fait 7 placements. Là. Il a déjà gagné un match avec 6 placements. C'est pas vrai, c'est possible. Ça, tout peut se passer. C'est vraiment absolument possible. C'est comme... Regarde, on verra bien, mais c'est vraiment un match derrière. Ça risque d'être divertissant. Peu importe qui l'emporte, je pense que c'est vraiment un must-watch à regarder en famille. Là. Un match du matin. Puis Julien, juste une petite précision là, sur ce que tu as dit, je suis d'accord. Wentz, c'est pas un QB partant dans la ligue, en tout cas, pas pour une bonne équipe. Ouais. Par contre, mon point, moi, c'était, selon moi, en date d'aujourd'hui, McCarthy n'est pas un QB1 d'une bonne équipe non plus. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il leur donne une meilleure chance de gagner que J.J. McCarthy. Mais je te suis là-dessus, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a une progression à faire. Tandis que Wentz a déjà eu sa progression, déjà comme un peu plafonné puis atteint ce qu'il pouvait atteindre. Ben voilà. Donc là, maintenant, pour les matchs de 1 heure, on a 7 options. Donc, guidez-moi là, sur laquelle regarder parce que vite de même, je suis ouvert aux suggestions. Mais en fait, j'en ai un plus que les autres, là, mais je suis quand même, c'est pas coulé dans le béton. Les Commanders visitent les Falcons. Les Saints visitent les Bills. Les Browns visitent les Lions. Les Titans visitent les Texans. Les Panthers, les Patriots. Les Chargers, les Giants. Et les Eagles, les Buccaneers. Avec Emma, après d'être à toi, qui tu veux voir? Emma a beaucoup réagi à Titan-Texan. Titan-Texan, elle a beaucoup réagi. Fait elle va regarder ça en split screen, mais l'oser, toi, dans l'autre split screen, qu'est-ce que tu regardes? Honnêtement, ben, écoute, pour moi, le choix est relativement facile. Facile quand même. Tu sais, Philadelphie, Tampa Bay, ça va être... ça risque d'être une game extraordinaire. Puis Marc-Henri, il l'a vraiment bien souligné. Pour l'instant, Saquon Barkley, il rentre un peu dans le moule de toutes les autres saisons de 2000 verges et plus qui se sont produites par le passé.
que c'est trop demandant sur le corps? Est-ce que tu vas être autant performant l'année d'après? On ne sait pas, est-ce que Barkley joue avec une mini blessure? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est pas capable d'avoir de courses explosives comme l'année passée? Parce que le front, sur un défenseur. Ouais, ben, entre autres. Tu sais, la ligne offensive je m'en dire des Flyers, ça va bien. Des Eagles, ouais. Des Eagles. C'est la bonne ville. Ouais, ben, la ligne offensive des Eagles est meilleure que celle des Flyers, ça c'est sûr. mais tout ça pour dire, tu sais, elle n'a pas changé. Ça reste la ligne offensive la meilleure et de loin dans toute la ligue au complet. Fait que pourquoi que pour l'instant, ces statistiques sont chanceux, ils s'en sortent bien. Est-ce qu'il va rebondir contre une équipe qui devrait marquer beaucoup de points, malgré l'absence de Mike Evans? Il y avait des possibilités que Chris Godwin revienne. Fait que c'est comme une situation bittersweet pour l'équipe. Il en perd un, mais l'autre revient. Ekbuka continue à faire ses choses. Bucky Irving, Baker Mayfield qui a 3 comebacks en 3 semaines, je pense, au 4e quart. J'ai vraiment hâte de voir cette game-là. Beaucoup de choses, beaucoup de joueurs explosifs, beaucoup d'attentes sur ce match-là. Marc-André, est-ce que tu vas nous proposer Browns contre Lyon? Parce que dans cette division-là, à date, les Browns, ça va bien. Ou tu nous proposes un autre match? Non, ben moi je suis d'accord avec Lozé par rapport à ça. Ceux qui ont encore confiance aux Texans, je ne suis pas de ceux-là, mais comme Lozé, moi je pense que le match Texan contre les Titans, c'est quand même un match qui peut être intéressant. Ce match-là, le over-under est à 38,5. C'est le match le plus bas de l'année actuellement. Dans le over-under 38,5, c'est quand même assez intense, mais ça reste que... Est-ce que tu sais quoi de pire que ça? Parce que je ne savais pas que le over-under était à ça. Mais encore pire que 37,5, le spread est à 7,5. C'est à 7, oui! Un spread qui est élevé amène un over-under qui est élevé. C'est sûr. Par logique. Fait que le fait que ce soit aussi boxé avec un spread aussi haut. Ah, le disrespect, man. Mais pour vrai, honnêtement, moi, pour vrai, ce match-là, c'est sûr que moi, j'ai pris les Titans, contrairement à vous qui avez pris les Texans. Mais moi, le Titan plus 7, et moi, je trouve qu'il est quand même intéressant parce que même si les Texans gagnent, je ne vois pas les Texans gagner par plus que 7,5 points. Là. Comme si les Texans gagnent, ils ne mettront pas 30 points en face des Titans. Là. Fait que s'ils gagnent, ça va être un match serré. Fait que moi, le Titan plus 7,5 est quand même intéressant. Ouais, mais moi, en même temps, tu sais, Marc, je comprends que tu parles de ce match-là, mais le match le plus divertissant, c'est entre les deux équipes qui sont encore invaincues, qui sont à 3-0. Tu sais, les Eagles, vite les Bucks, ça va être du match. Ah, ben oui, 100%. Oh, oui, 100%. Le jeu au sol, ben oui, des Buccaneers, le jeu aérien. Puis même si ça part match pour les Bucks, Baker Mayfield peut revenir de l'arrière. Si ça part bien, il va parler aux défenseurs des Eagles. Jalen Carter là, pourrait frapper quelqu'un juste parce qu'il est fâché de se faire insulter. Il pourrait cracher dans la face. Il pourrait se faire cracher dans la face ou se faire cracher dans la face. En tout cas, il va se passer de quoi dans ce match-là? Les esprits vont s'échauffer. Ça, c'est vraiment le match à regarder, selon moi, de cette plage horaire-là. Rapidement, je veux parler Chargers-Giants. Les Giants ont annoncé que Dart, leur QB recrue, allait être partant pour le restant de la saison. Surveiller. Donc, ils bench Russell Wilson. Fait que c'est quand même une petite information qui peut être importante là, pour ceux qui sont un fan de jeunes corps arrière ou qui aimeraient voir comment ce gars-là va se débrouiller. Donc, premier départ en carrière. C'est intéressant, c'est vrai. Petite parenthèse sur Jackson Dart. Il a été sélectionné 2e QB au repêchage, dans le bout de 20e au total, là, quelque chose comme ça, 19e, je pense. Il était en arrière, selon les pronostics de Shedeur Sanders, qui est arrivé, tout ce qui est arrivé au repêchage, on s'en rappellera. Mm-hmm. Par contre, pour le monde qui suit seulement, ceux qui étaient les plus attendus au repêchage, Cam Ward, le premier, évidemment, Jackson Dart avait de loin, dans toute l'année passée, les meilleurs stats avancés de toutes les carrières. Donc, un méchant upgrade pour les Giants. C'est l'inverse de Minnesota. Les Giants, la semaine prochaine, ont plus de chances de gagner avec Jackson Dart que Russell Wilson. Par contre, quoi de mieux pour un corps recru d'arriver contre la défensive red hot des Chargers? C'est comme... Ça va être tout un test. À sa défense, c'est quand même aussi pour les Chargers, ça peut être plus difficile parce que tu n'as pas vraiment de footage pour te préparer sur ce gars-là en tant que tel. Il pourrait créer la surprise. Les Chargers vont devoir s'ajuster peut-être un peu. Comment est-ce qu'ils vont l'exploiter? Clairement différemment de Russell Wilson. Donc, j'ai hâte de voir est-ce qu'il va créer la surprise puis avoir un bon début de match. Il y a le plus de potentiel d'avoir un bon début de match
que de rattraper un mauvais début de match, selon moi. Absolument. C'est à surveiller. Très bon en début. point. Un corps qui court très bien. Ouais. Pour moi, ça m'intéresse, mais je vais dessus du coin de l'œil, je vais checker les highlights, mais Eagles-Bucks me tentent beaucoup trop pour surveiller autre chose. Maintenant, parlons des matchs de 4h05 et 4h25. 4 matchs encore une fois cette semaine. Les Colts visitent les Rams, Jaguars, 49ers, Ravens, Chiefs et Bears visitent les Raiders. Marc-André, la parole est à toi. Selon toi, quel match est le plus à surveiller dans ces 4 matchs-là? Si on se fie au nom des équipes, je pense qu'on prend Ravens-Chiefs à cause que les deux équipes sont 1-2. Mais moi, je pense que le match qui peut être le plus spectaculaire, c'est Colts-Rams. Je suis d'accord avec toi, mais explique-nous plus en détail. Moi, les Rams, tu sais, j'en ai parlé longtemps, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais les Rams, j'ai vraiment été impressionné par cette équipe-là, cette attaque-là, depuis le début de la saison. Les Colts sont 3-0. Marqué plus de 100 points au total au combiné des 3 premières semaines. Oui, vraiment, ils sont vraiment très, très, très impressionnants. J'ai hâte de voir les Colts jouer contre une aussi bonne équipe que les Rams. Est-ce qu'ils vont être capables de poursuivre sur leur lancée? Est-ce que l'attaque va être à Jonathan Taylor puis Daniel Jones? Est-ce qu'ils vont être capables de continuer là-dessus? Donc, pour moi, c'est un match vraiment que je veux voir. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas non plus passer à côté du match Chiefs-Ravens, là, comme c'est un match pour les deux équipes, là, tu ne peux pas tomber 1-3. Là, fait que c'est un match ultra important. J'aime beaucoup qu'est-ce que tu as dit, si on se fie au nom des équipes, mais actuellement, une équipe à 3-0 qui nous surprend, qui est peut-être une équipe en ce moment la plus améliorée par rapport à l'an passé. Les Colts surprennent. S'ils gagnent contre les Rams, ce serait un gros statement. Parce que je m'attends à ce que les Rams gagnent, mais les Colts, à date, même s'ils sont tout le temps, on dirait, pas favoris, ils se font respecter plus ça avance. Fait que j'ai hâte de voir, même s'ils perdent, comment ils vont perdre. Est-ce que c'est un blowout? Est-ce que ça va être serré jusqu'à la fin? Fait que je suis vraiment curieux de voir la façon dont ce match-là va être disputé. Puis, c'est pas juste le score, mais c'est aussi l'étendue. 2 bonnes défensives. Les Colts, là, à date, une attaque qui marque beaucoup de points. Les Rams, jeune défensive, qui peuvent faire des revirements, qui peuvent mettre de la pression aussi. Comment ça va se dérouler? Là, je suis extrêmement curieux. Pour moi, c'est le match que je veux absolument pas manquer. Je vais le regarder le début, c'est sûr, puis je vais rester accroché selon comment ça se déroule. Mais c'est sûr que Ravens, Chiefs, beaucoup d'enjeux. Tu ne veux pas commencer à 1-3. Les Ravens ont eu beaucoup de bons adversaires. Fait que là, il faut qu'on gagne contre ces Chiefs-là. Les Chiefs aussi ont eu des bons adversaires, beaucoup de blessures. Fait que c'est un match extrêmement important pour les deux équipes. Mais avec la qualité du show offert par les Rams et les Colts, moi, je te suis là-dessus. Losé, est-ce que tu regardes tes deux équipes coup de cœur avec tes joueurs préférés des moments? Ouais, c'est un choix facile pour moi. Par contre, je suis content justement que Indy Rams soit 20 minutes avant. Je vais avoir le temps de regarder un quart. Je vais avoir le temps de voir un quart. Mais oui, sans contredit pour moi, Baltimore, KC. Puis oui, il n'y a aucune des deux équipes qui veut aller 1-3. Par contre, la situation de KC, s'ils veulent gagner la division, qui est encore vraiment loin d'être jouée parce qu'ils ont seulement joué un match intra-division, ils vont jouer contre les Chargers. Par contre, s'ils veulent gagner la division, ils ont beaucoup plus besoin de ce match-là, de tomber à 2-2 que Baltimore. Baltimore à 1-3 vont gagner la division, assez facilement. Ouais, avec le reste du calendrier. Avec Burrow, si jamais il y avait encore des éternels croyants des Bengals, avec Burrow, c'est terminé. C'était déjà terminé. On l'avait dit, ils ne feront pas les séries, cette équipe-là, même s'ils scorent 30 points par game. On l'a dit avant le début de la saison. Absolument, mais là, c'est encore plus confirmé avec l'absence de Burrow. Fait que pour moi, c'est pas un match crucial du tout pour Baltimore. Évidemment, il n'y a pas une équipe qui veut partir 1-3 parce que tu veux te donner la chance que même si tu as déjà 2 défaites, que, mettons, les équipes aillent battre les Bills, que les équipes battent les Chargers pour avoir le number 1 seed. Tu veux finir l'année. Tu sais, l'année passée, ils sont partis, il y avait 3 défaites après 4 ou 5 semaines, puis ils ont juste win out tout le reste de la saison. Moi, je m'attends à une situation vraiment semblable. Pour moi, il y a zéro panique. Même si Ravens avaient à perdre ce match-là, ils sont largement encore favoris pour leur division. C'est même pas proche. Mais pour Par les contre, Chiefs, les Chargers qui jouent contre les Giants devraient gagner cette semaine. Tu ne veux pas t'emmener à 3 matchs, même si tu vas rejouer contre eux. Les Chargers, leur défensive est très bien renée. Là, j'ai manqué le segment tantôt que tu as dû en parler. J'ai eu des discussions avec Marco, que c'est son équipe. La défensive, très impressionnante. Probablement la meilleure défensive depuis le début de la saison.
Ça met de la pression. Par contre, manque un running game, manque de mordant à l'attaque, malgré que Herbert, il connaît de loin sa meilleure saison en carrière pour l'instant. La saison est jeune, mais il a déjà démontré qu'il est quand même step up un peu. Puis, tu dis, pour vrai, tu n'étais pas là tantôt, mais tu dis à peu près les mêmes mots que j'ai dit quand j'ai parlé. Excellent. Moi, j'ai dit, moi, je suis allé même plus loin. J'ai dit, si j'avais à faire un power ranking de la NFL, je pense que je mets les Chargers numéro 1 actuellement. Ben, tu vois, moi, je ne mettrais pas numéro 1 dans le sens que leur défensive, oui, mais je trouve qu'il manque encore de punch à l'attaque pour être un numéro 1. Parce que tu peux pas gagner toutes les. Tu sais, leur game avec le plus de points, c'est 27. Tu peux pas toutes gagner les matchs non plus à 25 points, 22 points, 21 points, 20 points. Par contre, la meilleure qui joue pour l'instant, c'est exceptionnel. Fait que si tu es les Chiefs puis tu veux encore gagner la division, moi, évidemment, je pense qu'ils vont encore la gagner, mais par contre, ils ont besoin de mettre un statement. Là, j'ai manqué aussi le segment, tu as sûrement parlé de la game des Chiefs. C'était pas beau en première demi contre les Giants, on va se le dire. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Ça ressemblait aux premières semaines. Par contre, la deuxième demi a été le premier signe de résurrection des Chiefs. C'était pas encore qu'est-ce que les Chiefs sont à l'état pur. Par contre, il y avait un peu de semblant des anciens Chiefs. Fait que est-ce qu'ils vont être capables de faire ça contre Baltimore? Il va falloir que leur running game fonctionne parce que Baltimore se font détruire au sol depuis le début de la saison. Donc, idéalement, Worthy qui revient, là. Oui, ben c'est ça. Il était vraiment proche de jouer la semaine passée. Devrait probablement jouer cette semaine. Fait que, est-ce que les Chiefs peuvent mettre un statement? Écoute, moi, j'ai écrit dans un de mes groupes de fantasy, quand Mahomes il a fait son jeu, que Pacheco, il n'était pas sûr que la passe était back, puis il a juste lancé le ballon à terre, puis que là, finalement, Mahomes est allé faire le tackle, chercher le ballon. Puis il a fait il a force fumble, puis il a remonté le fumble. Je dis, aïe, on dirait, tu sais, quand les choses vont mal, quand les choses ne vont pas comme sont prévues, tu as besoin d'un spark. Tu as besoin qu'il se passe de quoi, parce que sinon, on dirait que c'est un downward spiral, puis tout se passe mal, puis il n'y a rien qui. Ben, il était là, le spark. Puis là, la deuxième demi, les Chiefs, ils ont allumé. Ils se sont en allés facilement avec la victoire en deuxième demi. Ben, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était juste ce jeu-là qui manquait aux Chiefs pour dire, hey, wake up, là, la saison est commencée. Nos rivaux de division sont rendus bien meilleurs qu'ils étaient il y a 3 ans. Ils partent 3-0. Si on veut gagner la division, c'est là que ça start. C'est pour ça que j'ai mis Casey gagnant entre les deux. Vous savez, mes deux joueurs préférés, Lamar, Mahomes, c'est connu. Si j'avais une équipe à préférer entre les deux, c'est les Ravens. Par contre, Chiefs, d'après moi, leur sentiment d'urgence est plus élevé en ce moment. Je comprends. On a perdu Julien, fait qu'on va continuer à 2. Son Internet a chié chez eux, fait que on va finir à 2 pour le peu de temps qui reste. Juste sur cette plage horaire-là, je veux quand même mentionner que Chicago, Las Vegas, moi, Caleb Williams a eu, pour la première fois de sa carrière NFL, a eu vraiment l'air d'un corps arrière élite dans la NFL la semaine passée. Est-ce que c'était juste un flash ou c'est que le plan de match de Ben Johnson commence à se faire sentir? Donc, moi, c'est sûr qu'à 4 heures, je veux garder un œil sur ce match-là parce que les Raiders ne sont pas si impressionnants que ça depuis le début de l'année. Puis Caleb Williams, c'est comme son premier vrai bon match là, élite la semaine passée. Fait que j'ai hâte de voir après ça, après ce match-là, la suite, qu'est-ce qui va arriver. Absolument. Vraiment d'accord avec toi. Moi, j'ai été avec Vegas juste parce que, écoute, c'est un autre match que le spread est à 1,5. L'équipe à domicile est négligée, mais c'est une affaire de field goal. Fait que, les Raiders, s'ils ont une bonne chose, c'est leur défensive. Mais oui, moi, je suis d'accord avec toi. Exceptionnel la semaine passée, Caleb Williams. Est-ce que c'est le commencement du gars qui était possiblement générationnel comme talent? Ça prend un bon match pour que ta carrière soit lancée. Est-ce que c'est là que ça se sort? Oui, c'est exactement ça que je veux voir. Dimanche soir, les Packers contre les Cowboys. On a tous pris les Packers. CeeDee Lamb blessé pour au moins 2 semaines, me semble que j'ai vu. Donc, CeeDee Lamb ne sera pas là dimanche. Le over-under est à 48 avec la défensive des Packers et le fait que CeeDee Lamb n'est pas là. Moi, je serais très, très game de hit le under 48 là, dans ce match-là. L'attaque des Packers est so-so depuis le début de l'année. On en a parlé. Je ne veux pas m'éterniser, mais je serais très à l'aise de hit le under 48 dans ce match-là.
Absolument. Entièrement d'accord avec toi. Et lundi soir, on a 2 matchs. On a par exemple, les 2 matchs ne sont pas 1-7, 1-9, sont pas mal en même temps. Je pense qu'il y a 10 ou 15 minutes de différence entre les 2 matchs. Jets, Dolphins pour commencer et Bengals, Broncos pour finir. C'est un lundi soir, c'est des matchs en prime time, mais ce n'est pas nécessairement des matchs qui m'excitent au plus haut point, par contre. Non, on va dire que c'est des prime time. On dirait les good old Thursday night football, que c'était tout le temps deux équipes. Avec deux les équipes uniformes mauvaises. alternatifs, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, entièrement d'accord. Encore là, tu sais, les Jets, Dolphins, deux équipes atroces depuis le début de la saison. Bengals qui n'ont plus rien, qui s'en vont jouer contre une extrêmement bonne défensive. Ça devrait être un walk in the park pour Denver, ce match-là. Tu sais, Denver est favori par 7,5 points là, contre les Bengals. Puis pour vrai, je pense que je serais à l'aise de le prendre, le Broncos moins 7,5. Oui, parce que si tu regardes, je pense que c'est il y a 2 ans que Browning avait joué une coupe de match avec Cincinnati. Il avait été très performant côté statistique, mais là, on va s'entendre que le premier match, c'est sûr qu'il jouait contre une bonne défensive, mais là, il joue encore contre une bonne défensive. Ouais. Mais ça a été vraiment pathétique. Là. Chase Brown, pas capable d'être impliqué dans le match. Jamar Chase, rien. T. Higgins, rien. Même Jamar Chase qui même fait un fumble. Ça va vraiment mal à Cincinnati. Puis là, je ne sais pas si tantôt tu en as parlé. Tu as parlé probablement de la blessure à Nick Bosa pour la saison. Ouais. Il y a eu des rumeurs, ça reste des rumeurs, parlant qu'il y a possible transaction de Trey Hendrickson à San Fran pour remplacer la perte de Bosa pour la saison. Mais pour vrai, si t'es les Bengals, t'as presque pas le choix de faire un move sur un Théo salarié parce que pour vrai, avec Hendrickson, Higgins, Chase puis Burrow, t'es comme pogné. T'es complètement pogné. Puis de la manière qu'ils ont réglé ce dossier-là cette saison, je ne suis pas vraiment sûr que le joueur il va être super enclin à rester à Cincinnati. Fait que tant qu'à le perdre pour rien, pourquoi pas une transaction à la Micah Parsons puis aller chercher de quoi en retour? 100%. Peut-être 2 choix au repêchage. Ouais. Puis là, les San Fran, ben, l'année prochaine, il ferait peur avec Nick Bosa et Trey Hendrickson. 100%. 100%. Fait que voilà, fait que c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine sans Julien à la fin qui nous a quittés par un problème d'Internet. Fait qu'on vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été là, Losé. Puis on se revoit la semaine prochaine en espérant que Marco soit là la semaine prochaine. Fait que ciao tout le monde, on se laisse sur Dualité. Yes, sir, bon football. Yes.